Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nouvel épisode PLT consacré à un sujet ou un marché que je ne maîtrise pas, qui est le vintage. Et donc, je serai accompagné de Joachim. Bonjour tout le monde, Joachim Alessandrello, président et créateur de la société Temple of Time. Donc je fais dans la vente de montres d'occasion, de montres vintage principalement, parce que c'est Il me le fallait secteur. il me fallait un expert, donc Voilà, je t'ai fait venir. Et en plus, expert, expert, et il est messin, donc débutant expert. on est resté local. On On est est resté local, local. on est local. Donc là, aujourd'hui, on va aborder le marché du vintage. On va aborder plusieurs sujets, ta vision du marché. On va parler notamment, par exemple, du rachat d'Universal Genève avec Breaking. Et puis, ce qui m'intéressait aussi, c'est il y a beaucoup de passionnés, beaucoup de gens qui se dirigent vers le vintage, des notions de tarifs, des notions de design. Et peut-être que tu nous donnes aussi, du coup, quelques conseils, des marques, des modèles à cibler. Tu nous as ramené deux, trois modèles dont on va discuter. Et puis, je t'ai ramené une petite montre aussi pour que tu me fasses une petite expertise rapide en live. Avec plaisir. On Avec part plaisir. là-dessus? Ouais, Bon, super. petit générique, et puis nous, on se retrouve dans quelques secondes. Bon, Joachim, Temple of Time. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu d'infos, qu'on sache un petit peu quitter? C'est l'instant promo, on va dire ça comme ça. Mais non, mais pour le coup, c'est vachement intéressant parce que c'est vrai que sur Metz, en tout cas pour moi, quand j'ai cherché à trouver quelqu'un qui faisait du vintage, on a un horloger en commun. Mhm. Et du coup, il m'a dit, écoute, tu peux contacter Joachim si jamais un jour tu as envie de faire quelque chose. Donc je me suis dit, là, c'est vraiment l'occasion. Puis en plus, je commence à m'intéresser un peu au vintage. Donc écoute, présente-toi un petit peu et puis explique-nous un peu ce que tu fais. Donc, oui, moi c'est par passion. J'ai commencé ça uniquement par passion. Je suis pas du tout du métier de base. Je suis technicien industriel. Donc entre Ouais, voilà, rien à voir. l'industrie et le monde de l'horlogerie, il y a quand même pas mal d'univers entre. Mais comme beaucoup de jeunes que j'ai remarqué, le monde du vintage, surtout en horlogerie, commence à attirer de plus en plus de gens. Ouais. Et on voit des marques, notamment, on en a parlé tout à l'heure, hein, Universal Genève ou des Bulova, des choses comme ça, qui attirent l'œil de plus en plus chez les jeunes. Donc moi je me suis lancé, j'avais une vingtaine d'années, j'ai commencé à acheter mes premières montres, des petites Seiko, des petites Bulova, ce genre de choses. Et tout bêtement, pendant le Covid, comme beaucoup, j'avais beaucoup de temps et beaucoup de temps à Ouais. tuer et pas beaucoup de choses à faire. Et j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus sur le commerce de montres, le monde du vintage, mais vraiment beaucoup plus en détail avec potentiellement l'idée de créer une société derrière. Effectivement, avec les montres que j'avais acquis au fur et à mesure des années de collection, je me suis rendu compte que, alors soit par chance, soit par expertise sans vraiment l'avoir, pas mal de montres que j'avais achetées avaient pris en cote de Ouais, façon assez significative. tu avais fait de bons achats. Tu J'avais n'étais fait pas de parti sur bons des achats. achats comme des fois tu t'arrives et tu dis, bon, celle-ci, Ouais, c'est 200 balles, c'est perdu. c'est ça. Toi, tu avais ciblé, tu avais quand même une petite finesse dans l'expertise, dans la recherche de base, quoi. Tu La t'es pas trompé. recherche, beaucoup la recherche. Il faut avoir du temps consacré à ce genre d'achat, parce que c'est pas des achats qu'on peut faire comme ça. Ah, pas trop de conseils tout de suite, on y viendra après. Oui, bien sûr, Donne pas bien tout, sûr. donne Non, pas tout non, tout de je ne suite. vais pas tout dévoiler, mais effectivement, les achats que j'avais pu faire au cours des années avaient bien pris, en tout cas à l'époque. Et donc je me suis dit, j'avais peut-être un créneau à prendre. J'ai commencé à vendre tout doucement une partie de ma collection pour essayer de renflouer un petit peu, en racheter d'autres. Et je me suis vite rendu compte qu'il y avait un commerce à monter. Chez nous sur Metz, il n'y a personne. Il y avait personne. Il y avait personne. Et c'est vrai que même sur Internet, de manière générale, alors ça a commencé à arriver depuis un an ou deux maintenant, on a beaucoup de vendeurs de montres d'occasion, Hmm. euh, Ouais. beaucoup de montres de luxe, très belles montres qu'on voit un petit peu partout. Mais c'est vrai que les montres d'occasion vintage, dans des budgets un petit peu plus abordables pour voilà, des montres un petit peu de tous les jours, il y a très peu de vendeurs, même sur Internet. Alors, il y a un volume de montres, par exemple sur Chrono24, on est à plus de 500 000 Ouais. montres en vente actuellement. Euh, Moi, quand j'ai annoncé à Chrono24 que je voulais m'installer chez eux pour faire de la vintage, enfin de faire de la montre vintage, ils sont sautés sur l'occasion parce qu'il y avait très peu de volume Ouais, qui tu était étais représenté. sur une niche sur ce marché-là, quoi. Exactement. Enfin, pour toi, c'était un marché de niche, plutôt fait comme ça. Exactement. Voilà. Et puis du coup, mais c'est vrai, comme plus même sur les gammes vintage, on y viendra après, parce qu'il y a plusieurs éléments qui viennent, parce que j'ai quand même deux, trois contacts ou deux, trois potes qui sont très pro vintage. Tu te rends compte que dans les années 70, 80, il y a eu même avant, même 60, tu as eu des choses qui ont été produites, mais tu as une déclinaison de versions, tu ne sais Incroyable. plus où donner de la tête. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, si ça vous intéresse, le site internet, c'est Temple of Temple Time. of Time, ouais. Je vous mets le lien dans la description. Je vous ferai certainement apparaître le lien ici à l'écran. Et puis du coup, tu as aussi un Instagram C'est ça, et, Temple of Time Shop, exactement. et un téléphone portable sur lequel on peut te joindre. Il est dispo. C'est comme ça qu'on a pris contact et qu'on a décidé de faire l'épisode d'aujourd'hui. Exactement, ouais. Donc Tout est visible sur le site internet. Vous pouvez me contacter, il n'y a aucun problème. là, Avec tu as grand combien? plaisir. 250 refs à peu près en stock? 250, 300 refs à peu près, ça aussi, en fonction des ventes. Donc, Bon,
tout cas, l'instant promo, il est fait, mais ça vous donne un petit peu, voilà, finalement, c'est bien parce que toi, tu t'es lancé dedans, puis par passion, et puis aujourd'hui, tu as décidé d'essayer d'en d'en vivre. vivre. Voilà, donc ça, C'est le but, ouais. ouais, en tout cas, je te souhaite que ça marche, donc n'hésitez pas à aller faire un Merci. petit tour sur le site de Joachim. Là, ce que je te propose dans mon petit suivi d'entretien, bah, c'est qu'on arrive un petit peu sur le marché du vintage. Tu en as parlé justement avant. C'est vrai qu'à aujourd'hui, vous avez énormément de monde qui se disent, bah voilà, entre ce qui se fait en neuf, l'envolée des prix, chaque année, on a le droit à une hausse des prix en janvier, une hausse des prix en mars, une hausse des prix en septembre. Les gens se disent, mais pourquoi j'irai acheter le nouveau modèle et je ne prendrai pas de l'occasion qui cote des fois 2 fois moins? Mhm. Et en fait, le marché de l'occasion, ou en tout cas le marché du vintage, lui aussi, il est en train de Bien gentiment décollé. exploser. Et c'est vrai qu'en 2023, donc là on démarre 2024 aujourd'hui, Mhm. comment tu vois toi le marché du vintage depuis on va dire le Covid, donc depuis que tu t'es Mhm. lancé, comment tu sens un petit peu ce marché-là? Alors moi, de ce que j'ai pu remarquer, c'est vrai que juste après le Covid, il y a eu l'envolée, la folle Ouais, enchère des montres, hein. On a vu des sommets atteints pour des montres de luxe. C'était des ouais, tarifs notamment les absolument Nautilus incroyables. et Les compagnie, là. Nautilus, Ouais. les Audemars Piguet, des Daytona avec des configurations bien précises, etc. Euh, et depuis cette décote et cette chute un petit peu du marché qui a lieu depuis maintenant pas loin de 2 ans, hein, ça fait Ouais. plus de 18 mois que ça dure, il n'y a aucun signe que ce marché va reprendre de la vigueur. Au contraire, on est encore Ah bah là on ne sait pas. soit sur un plateau Hmm. descendant mais très Hmm. léger, ou en tout cas, il y a aucun signe que le marché va reprendre. Et sur ces 18 mois, 18-24 mois là, de chute du marché très haut de gamme, bah, effectivement, moi j'ai pu remarquer qu'il y a un très grand nombre de gens qui vont se retourner vers les modèles d'occasion, vintage, parce qu'il y a eu l'envolée, donc énormément de publicité sur Internet, sur les réseaux sociaux, à la télévision, etc. Les gens ont commencé à s'intéresser aux montres, les plus jeunes ont commencé à s'intéresser aux montres, et avec tout ce qui est de l'occasion, avec des sites internet type Le Bon Coin, Vinted, Ouais. etc., il y a tellement d'attirance, tellement d'attrait vers ce genre de plateforme que de plus en plus de gens ont commencé à acheter pour vendre, s'intéresser un petit peu aux modèles vintage, parce que les modèles récents, même pas forcément quand on parle de modèles d'ultra luxe, hein, mais on peut aller voir par exemple chez Cartier ou chez Chanel, beaucoup de montres pour femmes, des Cartier Tank, ce genre de modèles qui ont énormément pris en valeur en termes de prix boutique Ouais. neuf. Bah, ça oui, C'est tu absolument décolles. incroyable. C'est incroyable. On a des Chanel premières qui sont vendues à plus de 5 000 € maintenant en boutique. Euh, Pré-Covid, ces modèles d'occasion, ça valait entre 500 et 800 euros. Donc c'est vrai que on se dit, il y a un écart tel entre les modèles d'occasion vintage et les modèles en boutique, euh, qu'on va tenter sa chance, que beaucoup tentent leur chance sur ce genre de modèle. Et, et là où les gros modèles de luxe ont bien baissé en valeur, bah, tout ce qui est occasion vintage alors certains ont baissé un petit peu également, mais moi de ce que je vois, l'immense majorité a Ça- pris en gamme ouais, c'est ce que je veux énormément. dire, ça s'est Ouais, maintenu ou, ouais. ou finalement ça a pris. Puis il y a aussi une notion de disponibilité. Aujourd'hui, tu veux une montre, on dit bah, c'est sur commande, il faut attendre 8 mois, il faut attendre 12 mois. En 2024, on va pas se mentir, le besoin d'immédiateté, il est présent. Tu veux le Mm. truc Tout de suite, tout de suite, tu bien n'as pas sûr. envie d'attendre et tu te dis bah, finalement, des fois, les modèles originaux, vintage, parce que le marketing tourne autour de ça. Tu vois, Mhm. là, on y viendra après, mais tu as une belle montre de créateur, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu te dis, bah, pourquoi je prendrais la nouvelle? Finalement, je peux avoir la même chose en vintage avec la même histoire et presque, je Bien veux dire, sûr. une histoire plus présente parce que ça correspond à l'époque Mm. de la fabrication, etc. Donc, tu reviens presque aux origines. Donc, je peux comprendre l'engouement vers le vintage et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu te dis, bah, c'est en train de prendre et je pense que l'investissement revient aussi sur ce marché-là. Et puis, tu as, Bien sûr. aussi énormément de modèles en vintage que tu n'as plus aujourd'hui ou qui ressortent. Tu vois, moi, Qui sont plus produits, ouais, bah, c'est effectivement. ça. Ouais. Et c'est bien souvent, moi je prends l'exemple de la Omega Speedmaster Reduced. Ouais. Alors la Moonwatch, évidemment, elle est emblématique, hein, si c'est pas Ah, le celle-ci, modèle le plus ils n'ont emblématique de jamais chez arrêté, ils n'ont Omega. jamais arrêté, celle-ci. Et ils l'arrêteront jamais, parce qu'effectivement, tous les ans, hein, comme tu Ah, dis, c'est la vache à lait. C'est c'est la vache à lait au niveau de marketing, hausse, c'est voilà, ça c'est qui rentre. du 4-5% 2 fois par an chez Omega, et la montre continue à prendre en cote, et même les modèles d'occasion, des modèles neufs, 2-3 ans après, continuent à prendre en cote énormément. Par contre, typiquement, la Omega Reduce, donc en 39 mm, modèle automatique, pas mécanique, celle-ci, ça fait plus de 20 ans maintenant qu'elle a arrêté d'être produite, et ça fait plus de 20 ans qu'elle prend en cote. Tous les ans, c'est du 3, 4, 5%. À croire que, alors il y a un delta entre Hmm. la Reduced et la Moonwatch, mais à croire qu'à chaque fois que la Moonwatch augmente de tarif en Ça suit, boutique, quoi. ça suit derrière, et c'est incrémenté derrière, et on voit des tarifs. euh, ouais, on a quasiment triplé en une dizaine d'années sur de la Reduced. Ça fait partie des modèles qui sont plus produits et qui ont un très gros intérêt d'un point de vue marketing, enfin, d'un point de vue achat par les
les clients de l'occasion, quoi. Alors moi, je t'avoue que le vintage, j'aime bien. Je pense que je m'y suis jamais assez intéressé, mais en fait, c'est surtout pour les gens comme moi, tu vois, qui ont des micro-poignets. Mhm. Tu es surtout dans des dimensions, Je suis comme toi. tu es dans Ouais, des dimensions qui sont envisageables pour le porter au quotidien. Tu vois, tu c'est te ça. retrouves pas avec des fois des 42 mm trop imposants ou des cornes à cornes super longs. Tu sens vraiment que tu étais sur l'objet, la montre, le bijou. Et du coup, c'est vrai que c'est plus sympa des fois à porter que, des fois que certaines nouvelles. Mais tu Exact. vois, sur le parti de la Reduce, tu vois, je m'étais jamais intéressé à C'est ça. Moi, j'ai regardé, j'ai juste vu que Breitling avait ressorti, bah, ils ont refait le renouveau de la Top ouais, Time, tu vois, qui était sorti. magnifique. Je me dis qu'un jour, dans les années à venir, ils vont sortir la Breitling Cadet, tu vois, qui Mhm. était aussi un chrono qui n'existe plus au catalogue, mais Mhm. il faut bien Pourquoi se pas? laisser un petit peu des fois Il faut se laisser de la des, marge, des bien ouvertures, sûr. tu vois, des petites fenêtres, de dire tiens, on est en 2026, allez hop, Mhm. je vous sors ça aujourd'hui, Mhm. puis ça sera direct 7-8 000 euros, alors que tu vas prendre une occasion, l'occasion n'a rien demandé, Non, mais de base, elle va elle va gonfler. exploser avec. Elle Donc, va gonfler. Et ça, c'est vrai que je l'ai remarqué, il y a beaucoup de marques depuis une dizaine d'années maintenant qui, tout le monde sort une gamme héritage. On a ouais. Longines, on a Tudor, il y a Omega, Seiko commence aussi pas mal à ressortir des modèles des années 50, 60, 70 avec les premières grandes Seiko, les King Seiko, etc. Et à chaque sortie, à chaque réédition de modèles emblématiques vintage, et bien évidemment, Bah, les le originaux, tarif, ils reprennent en voilà, plus. le tarif de la montre neuve en boutique est tel que le modèle original de vintage, bah, forcément, il va coter plus. Donc, et on a remarqué aussi quand même qu'il y a une réduction en termes de cadran, les années 2000, début des années 2000 et encore jusque 2010, où il y avait la course au plus gros cadran, on avait des Ouais. fois des montres des 45, Tu 50 finisses avec des, mm. tu finisses avec des diesels, quoi. Voilà, c'est C'était quand la même assez mode. représentatif C'était la mode. de la période. Et là maintenant, moi je me rends compte qu'il y a quand même énormément de très grosses marques horlogères, sans forcément avoir des gammes héritage, hein, même chez Rolex ou même chez Omega, qui commencent à réduire un petit peu les cadrans de leurs submarineurs, les cadrans parfois des Seamaster, où dans les années 2000, on était monté à des versions de cadrans de 48, Alors, 49 mm. Là, je ça réduit un peu. ne sais pas s'il y a une logique économique, mais je trouve que ce right sizing, c'est-à-dire de revenir sur un bon diamètre, on va pas se mentir, pour un 3 aiguilles, quand tu as un placard comme ça, tu te dis, mais c'est vide. Il Et y a du rien coup, dessus. tu dis, bah, la montre, en fait, elle perd en saveur, elle perd en vie, et du coup, Bien sûr, c'est moins technique, c'est moins beau, quoi. c'est sûr. Donc, Donc, marché du vintage 2024, tu le sens comment? Tu sens que tu vas continuer, tu vas encore avoir une hausse des envolées des tarifs? Ou en tout cas, tu n'as pas de perte sur ce. pour moi, je ne vois pas de. Lié à l'inflation, tous les modèles augmentent. Ouais, ça oui. Que ce soit, tous les coûts augmentent de toute façon, on l'a bien vu ces dernières années avec le coût de l'énergie, les transports, etc. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une réduction de tarifs sur les modèles les plus emblématiques. Alors évidemment, il va y avoir des ventes enfin des modèles qui vont perdre en valeur. Ça, c'est On se parle sur des modèles emblématiques. Tu des dis que modèles le marché va se emblématiques. Ouais. tenir pour les années à venir. Donc, Pour moi, je ne vois pas pourquoi il y aurait une réduction, parce que la rareté faisant la valeur, à partir du moment où le nombre de modèles, évidemment, on va commencer à réduire de façon assez importante, et on le voit bien avec des modèles ultra vintage, avec des Paul Router des années 60, mm. avec des constellations Paipan des années fin 50, début 60. C'est des modèles ultra emblématiques, ultra vintage. Ces dernières années, les modèles-là, ils ont absolument explosé en termes de Ouais, tarifs. puis quand tu regardes, des fois, tu as aussi la qualité. Enfin, on y viendra Bien après sûr, dans le niveau d'achat. C'est ce bien qui fait sûr, aussi que du coup, tout à fait. la montre cote ou pas. Mais tu as nommé une montre qui me plaît bien d'ailleurs dans l'idée, c'est parce que ça fait le lien, c'est la Paul Router. Et on se parle marché vintage, vous avez forcément tous vu ou entendu l'annonce qui a été faite, c'est-à-dire que Breitling a racheté Universal Genève, donc ça a fait quand même pas mal de bruit. Comment est-ce que toi tu vois en tant qu'amateur vintage, parce que je pense que là tu nous en as ramené, on y viendra après, mais une belle petite Universal Genève, comment tu vois ce rachat par Breitling? Tu le sens comment? Est-ce que moi j'ai plus l'impression que, je vais te donner mon ressenti tout de suite, je te posais Bien la sûr. question mais je vais y répondre, mais je trouve que Breitling joue sur le fait de se dire voilà, marque emblématique, aujourd'hui Breitling a le vent en poupe, ils se sont rajeunis. Est-ce qu'ils vont essayer de refaire un petit peu la même chose avec Universal Genève, à dire marque emblématique, on n'a pas besoin de travailler dessus, c'est recherché, on va reprendre les modèles et hop, tu le butes. Ce qui serait en soi, j'ai envie de dire, pas un mauvais coup d'un point de Mhm. vue direction d'entreprise. Tu dis le mec, il a bien joué le coup. Par contre, peut-être que les puristes vont se dire, est-ce que la marque va pas perdre un petit peu cette saveur vintage qui les intéresse, tu Mhm. vois? Alors effectivement, des informations que j'ai pu avoir, pour le moment, ça reste quand même assez, Bah, c'est un peu flou là, hein. assez flou, hein. C'est très difficile d'avoir C'est opaque, une ouais. idée de ce qui Ouais. va être fait avec Universal Genève. Euh, Peu d'informations que j'ai réussi à avoir, effectivement, Breitling repartirait sur des modèles emblématiques de chez Universal Genève, mais en partant sur des modèles très haut de gamme. C'est-à-dire que de ce Ok. que j'ai lu, le PDG de Breitling souhaiterait partir sur des modèles bien plus chers. Oui, c'est ce que Kern a dit. Il veut dire qu'en Voilà. gros, il met Universal Genève Très un très cran haut de au-dessus. gamme, Ouais. très très haut de gamme. Alors effectivement, ça peut marcher parce que il y a de la crise partout, sauf dans le luxe, dans l'ultra luxe effectivement.
Quoique, on voit Enfin, quand même. Breitling est déjà dans le luxe quand même, tu vois, ça dépend Bien où on met le sûr. niveau du luxe, parce que quand tu arrives à des montres à 5-10K, tu te l'achètes pas comme ça du jour. Moi, je ne vais pas m'acheter une montre à Non, 5K. on est d'accord, la masse de clients qui peut se permettre d'acheter une montre à 10, c'est quand même bien plus réduit que si tu veux sortir des modèles à 2-3 000 euros. Euh, mais maintenant, pour sortir un modèle neuf à 2-3 000 dans une marque aussi emblématique que chez Universal Genève, surtout si on veut reprendre un petit peu les codes qui faisaient la gloire d'Universal Genève avec des micro-rotors, avec des mouvements ultra fins, ce genre de choses, ça reste quand même très très coûteux de pouvoir produire actuellement ce genre de modèle. Euh, donc effectivement, s'ils veulent repartir sur quelque chose de plus luxueux que chez Breitling pour relancer vraiment la montre ultra luxe de chez Universal Genève et lui redonner vraiment un intérêt d'un point de vue achat ou entre guillemets achat Non, mais investissement, la remettre sur son piédestal qu'elle était quand ça s'est arrêté. effectivement, ça va prendre du temps. De toute façon, les premiers modèles ne vont pas sortir avant Ouais. 3 à 4 ans. Ouais, ouais, tu vas te Voilà, laisser. ça ne va pas sortir dans 6 mois. Euh, c'est difficile à dire, c'est très très difficile à dire. Moi, j'ai un petit peu de. Je vois ça avec. J'essaie de voir ça en tout cas avec beaucoup de distance et un petit peu de réserve. Euh, j'ai du mal à concevoir une Universal Genève sortie à 10 ou 15 000 euros, même si elle est très bien finie, même si c'est du très très beau mouvement, de très haute pointe. J'attendrai de voir, mais pour le moment, je suis un peu perplexe. L'idée d'associer entre guillemets Breitling et Universal Genève, Bon, je pense que ça va être séparé, hein. Tu vois, ils vont séparer. bien sûr, Mais évidemment. est-ce que toi, en tant qu'amateur, tu es quand même content de revoir la marque Ah oui, bien revenir sur sûr. le. Tu Ah, vois. ça, c'est magnifique. Par contre, l'idée de revoir Universal Genève, elle existait toujours, la marque. Oui, non, Enfin mais bon, elle existait c'était une coquille vide. sur le marché du vintage, il n'y avait plus rien. Quoi. Bien Avais, sûr, si tu veux, c'est comme quand le mec, bah, c'est toujours simplement, c'est l'histoire d'eux. Donc c'est tu te ça. dis, oui, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. À un moment Il va donné, falloir. l'histoire, c'est compliqué. Tu te dis, bah, c'est fini, hein. Dans Mhm, 100 ans, l'histoire d'eux, c'est terminé. Donc là, c'est vrai qu'ils reprennent, vont remettre au goût du bien jour une sûr. marque qui avait pseudo disparu. Quoi. Pseudo disparu, qui a un énorme intérêt sur le monde du vintage, comme les Bulova d'ailleurs. Euh, Bulova, ils ont été rachetés par Citizen, c'est pas du tout Mm. plus du tout la même gamme maintenant. Mais Universal Genève, effectivement, de revoir cette montre-là, enfin cette marque-là qui peut ressortir maintenant de très beaux modèles avec. Parce que Breitling a quand même une qualité technique indéniable. Bah, Sorte de très très ça beau reste quand même modèle. une manufacture. Bien Hein. sûr, Breitling reste voilà. indépendant aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, qui viendraient voir l'épisode, aujourd'hui, Breitling n'appartient à aucun groupe. Mhm. Donc ils sont quand même indépendants. Indépendant, bien sûr. Donc ça, c'est quand même bien. Donc est-ce qu'ils vont faire une scission? Ça sera forcément UG sous pavillon Breitling. On verra ce que ça donne. Mais en soi, bonne chose. Et Bien puis sûr. on va voir ce que ça donne. On peut que se. Bon, en tant qu'amateur de monde, tu peux Bien que être sûr. content. Il faut aimer Universal Évidemment, Genève. évidemment. On peut pas entre guillemets cracher sur Breitling sans voir ce qui va être sorti. On peut que se réjouir du rachat d'Universal Genève, enfin d'Universal Genève par Breitling. Dans tous les cas, ça va raviver un petit peu l'idée Bah, d'Universal ça va redonner Genève, de l'hype. l'histoire, etc. Et ça va ramener peut-être un petit peu plus d'attrait, comme les modèles héritage de certaines gammes chez Tudor, Longines, etc. Ça va peut-être ramener, pour ceux qui ne connaissaient pas Universal Genève, qui Oui, ne connaissent pas Universal Genève, tu as une remise en avant. voilà, il va y avoir un retour sur les modèles emblématiques de chez Universal Genève des années 50, 60, 70. Donc, dans tous les cas, ça sera pas une mauvaise chose d'un point de vue histoire horloger. Bon, moi, je vous mets un petit sondage en même temps à la sortie de l'émission. C'est à votre avis, quelle va être la première Universal Genève sortie par Breitling? Moi, je te parie sur une Paul Router. Je parie sur une Paul Router. Il faut un banger direct, tu vois, ils vont pas chercher, ils vont dire allez, on y va. Ça, Et puis un petit cadran vert, parce que Breitling en ce moment ils sont ouais, vachement dans le très vert, toi, verts, ils vont ouais. sortir un Ils ont, truc. ils ont de très très beaux cadrans. Les cadrans sont beaux. Ils sont Ouais. très Donc beaux. Paul Router verte. Je vous mettrai un petit sondage, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On va passer sur la petite partie conseil vintage. Donc là, ça va en intéresser beaucoup. Alors bien sûr, tu vas pas pouvoir nous donner toutes tes ficelles, mais même si au final on peut tous les trouver, on peut tous en avoir, ça reste toujours intéressant de passer par un professionnel pour des notions de sécurité, de certificat, ce qu'on se disait en off. Mais même si demain, voilà, moi je veux me lancer, finalement je me dis tiens, je voudrais m'acheter une montre vintage, est-ce qu'il y a déjà des choses? Alors qu'est-ce que je me suis noté? Comment ne pas se faire avoir? C'est vrai que c'est une première question. Souvent on te dit, fais gaffe, quand tu vas sur le vintage, il y a un peu tout et n'importe quoi. C'est difficile. Alors, effectivement, tant qu'on n'a pas la montre, tant qu'on n'a pas reçu la montre, si on l'a acheté sur Internet, ou tant qu'on ne l'a pas ouverte, si on l'a acheté en brocante ou en bourse horlogère, c'est très difficile de se donner une idée définitive sur la montre qu'on a achetée ou qu'on veut acheter. Euh, Moi, j'essaye toujours de conseiller aux gens, quand ils ont la possibilité de faire contrôler au moins le mouvement par un horloger, si la montre n'est pas ouverte, s'il n'y a pas de possibilité d'avoir de photos du mouvement, d'un point de vue extérieur, maintenant on a la chance avec Internet d'avoir une liste de montres. Oui, tu peux retrouver. C'est relativement facile avec les numéros de série, les numéros de référence, on peut très facilement
relativement facilement, tout dépend des modèles, avoir une idée de ce qu'on achète et si oui ou non le modèle qu'on veut acheter correspond ou pas au modèle entre guillemets d'origine. Parce qu'il y a des sites de passionnés aussi, des fois, Il y a qui des sites, synthétisent voilà, tout. On parlait bien de sûr. Bulova tout à l'heure, mais tu as un site spécial où le Ouais, mec, il a tout bien sûr. référencé, enfin, tu peux tout retrouver. On Donc, peut vérifier les numéros de série. Il y a maintenant des sites internet où vous avez simplement à taper numéro de série montre qui référence des dizaines de montres. On peut avoir des Universal Genève, Bulova, Seiko, etc. Donc, si effectivement une Bulova qui est censée être manufacturée dans les années 70, le numéro de série correspond à une montre des années 90, on peut tout de suite assez facilement se rendre compte s'il y a eu modification, s'il y a eu changement, peut-être sur la boîte ou sur le mouvement ou le cadran, ce genre de choses. Les erreurs à éviter, c'est évidemment de ne pas payer à des gens qu'on ne connaît pas sur Internet, s'il y a possibilité de passer par des moyens de paiement sécurisés, que ce soit PayPal ou ouais, achat ou Internet. avoir une garantie par un site, tu vois. Garantie tiers par un site, effectivement. Le plus connu, ça reste quand même Chrono24. C'est le leader du marché actuellement. Je dis pas ça parce que je suis vendeur sur Chrono24. J'ai acheté avant d'en vendre. J'ai Non, mais acheté sur Chrono24. ça te met quand même une certaine sécurité. Bien sûr. Là-dessus, si on peut éviter d'acheter sur des sites un petit peu obscurs ou avec des moyens de paiement parfois pas trop sécurisés, il y a toujours la possibilité. Avec une histoire farfelue autour, le mec, Voilà. il a ouvert. Putain, regarde, j'ai soulevé le canapé, je viens de te trouver une Universal Genève toute neuve, elle date du grand-père. Tu sais. C'est ça, c'est ça. T'as la Donc, papier, la boîte? Non, j'ai aucun papier et pas de boîte. J'ai dit, bon, bah là, il y a un problème. Et c'est toujours difficile parce que bien souvent, les modèles vintage, des années 50, 60, 70 ou même des années 80, 90, ça va être difficile d'avoir une montre complète, extrêmement difficile d'avoir une montre complète. Et dans un état clinique. Et dans un état, voilà, vraiment. À un moment donné, c'est les fameux NOS, tu vois, les new stock. NOS, Vraiment, c'est rare quand un mec n'a pas porté la montre au moins une fois. Enfin, tu te dis, c'est quand même assez. Se méfier des NOS. Moi, je me méfie énormément des NOS. Il y a des méthodes de réplique quand même qui sont maintenant assez intéressantes. Quand on voit qu'ils arrivent à reproduire des modèles bien plus onéreux, mais il faut quand même se méfier. On ne sait jamais, faire attention aux offres trop intéressantes. Si vous voyez une Omega Speedmaster Moonwatch à 3000 € sur Le Bon Coin, passez votre chemin, vous n'allez pas recevoir une Omega Speedmaster. Le trop beau n'existe pas. Les affaires. Mais ça, que ce soit comme dans le vintage, comme dans le neuf, hein, l'affaire qui est trop belle, la mariée qui est trop belle, c'est qu'il y a un problème. Il y a forcément quelque chose derrière. Mais je rejoins du coup sur ce que je te demandais, comment pas se faire avoir. Il y a quelque chose que tu as sorti qui est peut-être important, c'est aussi justement d'avoir le produit en main. Et c'est vrai que souvent, ça permet de juger, de se faire une idée, parce que des fois, entre les photos et quand tu achètes et quand tu reçois, tu te dis, ah, je me suis fait avoir. Alors, petit aparté aussi, faites attention au site qui est Etsy, où vous avez énormément de ventes. Tout vient d'Inde. C'est de la Frankenwatch dans tous les sens. Tu as le cadran qui vient de chez Pierre, la boîte de chez Paul. Ils t'ont fait un micmac avec un bracelet AliExpress et ils te vendent ça avec des belles photos. Et puis derrière, tu te dis, bah, en fait, j'ai une merguez, quoi. Il n'y a rien du tout. Ouais. Donc, oui, tu n'as même pas un début de rien, tu n'as rien du tout. C'est des fausses montres, j'en vois malheureusement de plus en plus. Et parfois des modèles, je dirais, il n'y a pas vraiment lieu de faire des contrefaçons sur des petits modèles à 150, 200 €, des Citizen, des Seiko. Ça lui coûte 3 €, mec. Voilà, ça leur coûte 3-4 €. Donc forcément, pour eux, c'est très facile. N'oubliez pas que sur Internet, une fois que vous achetez, vous avez toujours le délai légal de rétractation, 14 jours. Quoi qu'il arrive, que vous achetiez à un professionnel, à un particulier, que vous achetiez sur Chrono24, Le Bon Coin, via PayPal, etc. Si vous avez la possibilité pendant cette période de 14 jours de faire, pas forcément authentifier, mais de faire contrôler votre montre par un horloger qui va vous ouvrir le boîtier, sans forcément vous dire si le mouvement est d'origine sur la montre, mais il va au moins pouvoir vous dire si le mouvement est un vrai mouvement. Bien souvent, on va avoir du mouvement ETA, du Sellita ou des Seiko, ce genre de choses. Sur des contrefaçons, les horlogers qualifiés ou des Chinois, les horlogers qualifiés arrivent très facilement à repérer s'il y a des modifications ou si les montres, en tout cas les mouvements, ne sont pas complètement d'origine. Donc voilà, essayez de se renseigner un maximum, essayez de faire fonctionner, de faire travailler ceux qui ont l'expertise, des horlogers ou des revendeurs professionnels. Si vous avez un doute, vous avez toujours la possibilité de faire estimer ou en tout cas vérifier votre montre, votre achat. S'il y a un doute, renvoyez la montre. Moi, je suis toujours partisan du doute maximum. Faut pas rester avec un achat qui va nous ronger. Puis, puis d'un autre côté, ça vous met aussi en lien avec les horlogers des fois. Là, c'est sympa. On fera la petite pub là pour l'horloger avec lequel on travaille, qui est David. C'est comment encore le nom? Politique. Non, la boutique. Le labo de l'horloger. Le labo de l'horloger, voilà, qui est aussi à Metz, qui est quartier du Sablon, qui est très très bon. Et j'avais été le voir pour une montre où j'avais justement moi eu un problème, neuve. Et il m'avait bien dépanné. Donc voilà, petite pub aussi au passage pour David, il est très sympa. Ouais, très sympa.
Au niveau du vintage, est-ce que toi, par exemple, tu as des marques que tu cibles ou tu as des marques à éviter? Alors, marques ciblées, là, on a parlé de Universal Ouais. Genève, mais bon, je pense que c'est pas nouveau parce que de toute façon, tu en as déjà pas beaucoup sur le marché, c'est compliqué. Mhm. Est-ce que tu as des ou quelqu'un qui voudrait se lancer, on va plutôt dire ça comme ça, est-ce qu'il y a des marques pardon, sur lesquelles tu lui dis: «Bah, voilà, là, tu peux y aller parce qu'il y a des beaux produits vintage. Par contre, sur ces marques-là, tu peux aussi, mais fais gaffe. Alors sur cette dernière question, je veux dire par exemple, bah, justement les Citizen, comme tu le disais, là en ce moment on est envahi de Citizen, tu es pollué de trucs C'est compliqué. massacrés. Donc j'aurais dit, fais gaffe à Citizen et marques vers lesquelles tu pourrais te diriger où tu te dis, voilà, là tu peux y aller, ça peut être cool en bon produit Mhm. vintage. Alors effectivement, après, tout va dépendre de la période. Les années 50-60, c'est très fort sur tout ce qui est Omega, Longines, Zenith. Ils ont sorti des Ouais, très 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 beaux modèles à l'époque. Longines et Zenith qui étaient au top de leur game bah, tu es déjà sur de la grosse marque là en plus. sur de la très grosse marque dans ces années-là. Évidemment, Universal Genève, on en a Mm. parlé, les Bulova. Il y a Seiko qui a fait de très 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 beaux modèles dans les Ouais, années alors ça, 60. Et c'est quelque chose qui a toujours dans le cœur d'un. Moi, j'ai passionné Seiko, évidemment. C'est l'une des premières marques qui m'a fait découvrir le monde de l'horlogerie. Euh, Ils ont de très très beaux modèles qui tournent très bien, qui sont très bah, faciles à là, réviser. là, ça va faire plaisir. J'ai un pote, il a une Seiko Magesta. Elle est Ouais, splendide et il a eu la Seiko supérieure. ouais. Ouais, Donc là, ils ont des mais tu vois, quartz. quand tu écoutes ça, tu dis déjà, j'ai rien compris parce que quand tu expliques la gamme Seiko, il y a 15 000 modèles. Mais ça, ce sont deux modèles. Regardez, Ouais, Seiko Magesta et Seiko Superior. Et franchement, alors, tu vois le style vintage, c'est bien sûr, voilà. Mais tu as des index appliqués ou des fois tu as des index droits, on dirait des plots comme ça, je sais pas comment bien on sûr. appelle, mais c'est super beau. Mais toi, je crois que tu en es en plus sur le site. Ou elle est Oui, partie, il y oui, avait une Magesta, il y en a plus. La Magesta qui est partie la semaine dernière, mais effectivement, tout ce qui est Seiko Magesta, les King Seiko, les grands quartz, les King Quartz, etc., ça, c'est des modèles qui tiennent très bien dans le Mm. temps. Euh, Moi, j'en rentre très régulièrement, des modèles qui ont plus de 50 ans, ou pas loin de 50 ans, en quartz, et qui tournent comme au premier jour, qui se révisent très facilement. Et pour le coup, on est sur des modèles qui, à l'époque, euh, sortaient en boutique et en prix catalogue, étaient plus chers que les modèles Grand Seiko Quartz de l'époque. Donc c'est Ouais. des modèles qui étaient très compliqués à faire, qui ont gardé énormément de valeur et qui ont, comme tu le dis, une finition c'est vraiment, en termes de quartz à l'époque, évidemment c'est les Japonais qui ont inventé le quartz, mais en termes de quartz à l'époque, il n'y avait pas beaucoup mieux que chez Seiko. Et Ah, parce qu'ils si, ils avaient sorti des modèles, alors j'ai vu ça aussi VFA. oui. Donc là, perso, j'ai découvert ça hein, il n'y a pas Mm. longtemps en cherchant, parce qu'il y a tellement de choses dans le quartz chez les Japonais que je suis paumé dans la gamme tellement il y en a. Mm. Chez Seiko, tu pourrais faire un livre de 200 pages tellement il y a de modèles, de gamme, tu comprends plus rien. Des fois, tu sais mais c'est un bordel. Mhm. Mais c'est vrai que ça vaut le coup de se plonger dedans parce Ouais, que des fois, tu tombes sur des pépites que tu peux avoir à pas cher sur Vinted ou Bon bien Coin. sûr. Mais c'est vrai que c'est sympa. Et puis, comme tu dis, tu as par exemple King Seiko qui est revenu aujourd'hui. Hein. Ils ont remis un petit peu la Ils marque ont lancé. devant. Tu as Grand Seiko qui était sous pavillon Seiko. Enfin, à un moment À donné, la l'époque. dissociation n'était pas faite. Enfin, Mhm. c'est super intéressant Bien tout sûr. ça. Mais donc, Seiko, tu recommandes en soi, tu peux y aller sur la partie Seiko, vintage. comme tu le dis, il y a tellement de modèles, tellement de gammes et tellement de designs différents. On va retrouver, ce sera plus de la montre ronde classique. On peut avoir des designs octogonaux, hexagonaux, vraiment en forme ellipse, des choses tonneaux. Donc, il y a de quoi faire. On peut vraiment, on ne sera pas sur de la montre ronde, entre guillemets, de base, Classique, ouais. classique. Alors, on peut vraiment, on a une déclinaison chez Seiko dans les années 60-70, en termes, que ce soit du mécanique ou plus tard en 70 sur du quartz, qui va être vous allez forcément trouver votre bonheur chez Seiko en quartz, si vous aimez bien le quartz, Bon, évidemment. de toute façon, ça on aime bien. Le quotidien, quand tu pars et que tu as la bourre, tu dis je suis Bien à l'heure, sûr, j'ai la bonne date, c'est pratique. c'est magnifique. Donc, Seiko, on recommande. Ouais, Enfin, tu Seiko. recommandes en tout cas. On a parlé de Bulova. Bon, ça, c'est un modèle qui est mythique et je te montrerai justement le mien après, mais il y a la partie Super Séville. Mhm. On parlera du tien aussi qui est là, qui est quand même très sympa aussi de chez Bulova, Ouais, hein, sympathique. petit Gerald Genta. Qu'est-ce qu'on peut d'autre citer comme marque? Alors, on a parlé de Citizen Mhm. aussi, ça dépend, mais c'est un peu moins, je veux dire que c'est un peu moins C'est plus recherché quand même. compliqué. C'est surtout les Seven qui ont été Mhm. faites, et puis il y a des déclinaisons de cadran, on est un peu perdu. Les chronographes de chez Citizen, les Il y a fameux là, comme ça, bullhead, les bullheads, ouais, c'est ce que j'allais les dire. fameux Ouais. bullhead, mais là c'est pareil, faire très attention, énormément de copies sur le marché ou énormément de Frankenstein. C'est comme les Seiko 6139, les premiers chronos automatiques de chez Seiko. Je vois pas ce que c'est, mais ok. C'est bah, Mais je mettrai une incrustation, moi je sais pas, je vois pas ce que c'est c'est. le premier chrono de chez Seiko, Ok. le mouvement 6139, le premier chronographe automatique de chez Seiko. Il y a tellement d'engouement, les prix ont explosé ces dernières années qu'il y a beaucoup de montres qui ont été modifiées, qui Ouais, sont... forcément une partie, une marché noire qui vient dessus Voilà, qui est pas bon, quoi. c'est compliqué. Donc
Sauf s'il y a possibilité d'ouvrir le modèle avant de l'acheter, je vous conseillerais de rester un peu loin de ces deux types de chronographes-là qui ont beaucoup de contrefaçons, ou en tout cas de modèles un peu Et est-ce que tu as des suspects. marques que par contre, pour le coup, que tu déconseillerais? C'est-à-dire que là, pour le coup, tu as des éléments vintage. Tu te Mhm. dis, OK, c'est des marques anciennes, etc. Mais tu te dis, ouais, non, là, je sais que même moi, en tant que pro, ces marques-là, quand on me les propose, j'y vais pas. Tu vois. Dans du vintage, j'ai pas d'exemple spécifique qui viennent en tête, comme je te disais. Après, ça dépend du budget. Alors, il y a peut-être des marques, des fois, faites gaffe sur des marques commerciales. Tu sais, des fois, tu as des vieilles montres, ou des fois, tu sais pas trop ce que c'est, tu Bien connais sûr. pas la marque. Tu peux te dire à un moment donné, si tu aimes les montres, si tu Mhm. connais pas, si tu t'es intéressé, ça te donne quand même un petit élément de te dire, bon, Bien c'est sûr. peut-être pas une marque ou c'est le nom d'une entreprise qui a fait logoter et puis c'est vendu comme ça, comme tu dis, en Exactement, ouais. brocante. Non, restez dans les grandes marques. Enfin, moi, je conseille de rester dans les grandes marques emblématiques, historiques de l'époque, qui sont encore actuellement en fonction, ou malheureusement qui ne le sont plus, même type Mm. Universal Genève ou un peu moins comme Bulova. J'ai pas d'exemple là qui viennent de marques de montres à éviter en dehors Ouais, des c'était grands, plus des des, sites ou des ouais, manières d'achat à voilà, éviter, quoi. plus ça. Ouais. Aujourd'hui, comment toi, quand tu achètes une montre vintage, comment tu analyses? Alors, tu en as parlé un petit peu, tu vois, sur l'état général de la montre, quand on va en brocante. Alors, c'est toujours pareil, des fois, on est dans le flux, on regarde, etc. Mais est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu conseilles aux gens quand même de porter attention quand ils vont se dire, OK, je vais acheter cette montre-là en vintage? Ça peut paraître bête, mais des fois, on se fait avoir pour des trucs cons. On va acheter sur vintage une montre. Alors, moi, j'en ai acheté une, tu vois, ça m'a pas plus dérangé que ça, mais j'ai oublié de demander au mec s'il avait la boîte d'origine. Donc, j'ai reçu la montre avec une boîte Citizen, mais qui n'est pas la boîte qui correspond à la montre. À la Et je me boîte. suis dit, t'as été con. Parce qu'il y avait marqué papier, il n'y avait pas Mhm. marqué boîte, et j'ai pas fait gaffe, tu vois. Effectivement, après, oui, il y a les accessoires qui vont être hyper importants, la boîte, les papiers d'origine. Alors, forcément, plus on va repartir dans de la montre ultra vintage, et plus ça va être compliqué d'avoir tous Ouais. ces accessoires-là. On se disait même le bracelet, des fois, c'est compliqué. Même le bracelet. Alors, bon, sur ce genre de modèle où c'est du bracelet intégré, bien souvent, c'est des montres voilà, où ils sont encore présents, mais typiquement sur ta Super Sevi. Alors, le bracelet, il est en mode remise. Ah, d'accord. Donc, Enfin, tu l'as encore. Ouais. mais Super, c'est bien. sur celle-ci, mais je sais pas si c'est le bracelet d'origine, parce que c'est Mhm. ce qu'on se disait, en fait, c'est juste au niveau du fermoir sur la Mhm. Super Sevi, en fait, tu enlèves juste un gond et puis tu as le logo. Donc tu peux le C'est ça. remettre sur n'importe quel bracelet acier. C'est compliqué de dire c'est C'est le difficile. bracelet d'origine parce que bah, sur des photos, tu peux vite avoir quelque chose qui ressemble. C'est ça. Alors, il y a certaines marques de montres qui ont fait leur bracelet, même au niveau des handlinks ou derrière le fermoir, avec des numéros de série, des Ok. numéros de référence. Euh, Type Omega, par exemple. Omega, tous leurs bracelets sont marqués. Si vous voyez une montre Omega avec à l'intérieur, au niveau des entrecornes, où il n'y a pas de référence, c'est pas le bracelet Omega, même si la boucle, effectivement, Ouais, est bah marquée c'est ça, Omega. tu récupères la Donc, boucle. voilà, il y a des points quand même assez importants à vérifier. Bien souvent, les numéros de série sont visibles sur ce genre de modèle. Au dos de la montre, il y a que Tudor pardon, et Rolex qui font les numéros de série au niveau des entrecornes. Certains modèles, il faut parfois les ouvrir. On a les numéros de série qui sont dans le fond de la boîte, parfois même gravés sur le mouvement. C'est le cas d'Omega sur les montres ultra vintage, donc tout ce qui est années 50, 60, 70. Après, Omega, dans les années 80-90, ils ont commencé à mettre le numéro de série au niveau de la patte de l'entrecorne. Donc c'est visible avant Donc ça, d'ouvrir la mais ça boîte. faut te renseigner avant, quoi. Si tu Voilà, sais pas, tu peux pas le trouver non plus, hein, c'est faut quand même ça, connaître. effectivement. Donc il y a des petites choses comme ça Mais sur à l'aspect regarder. général, par exemple, tu vois, le verre, bah, je sais pas, moi, c'est un truc, des fois, je me dis, bon, si le verre est complètement flingué, des fois, tu sais que t'es pas, tu sais pas si tu vas pouvoir le changer, Mm. s'il pourra être rechassé dans la boîte. Voilà, il y a des petits points, Il y a des tu points. vois. Le verre, c'est quand même l'un des plus gros points, effectivement. Moi, j'ai même souvent des modèles parce qu'on a des verres incurvés, minéraux, qui ne sont plus Hmm. produits, ou alors ça va Mais coûter le prix de la montre pour refaire le tu verre. peux le dire, ça va te coûter une couille, ça va Voilà, coûter cher. exactement, ou un rein, ça dépend de ce que vous voyez, mais effectivement, il y a comment dire, des aspects de la montre qui vont être ultra importants à vérifier. Le plus important, ça reste le verre et le cadran. Sans voir correctement la montre, ça ne sert pas à grand-chose de l'acheter. Est-ce que tu testes, toi, s'il y a un mec qui te dit, alors, moi, perso, j'ai jamais testé, mais quand le mec il dit à réviser, tu te dis, bon, tu as la boîte, tu sais, Ouais. sur photo, tu te dis, ah, tu as le design, tu as tout ce qui va, tu te dis, ouais, celle-là, je la recherche, je m'en prends par exemple celle-ci, Mhm. tu te dis, ok, c'est une Genta, et le mec, il te marque à réviser. Et là, tu te dis, une chance sur deux quand même. Une chance sur deux, ouais, sur des montres très vintage, il est possible que la montre ne remarche jamais. Ça peut être simplement une révision, une montre qui s'est arrêtée parce que les huiles sont sèches, et Hmm. une simple révision et la montre repart. Bon, Euh, sur un quartz, des fois, ça devient plus compliqué quand même, sur un hein. quartz, ça devient très très Quand la compliqué. pile elle a fondu et tout, tu as tout le mercure qui a coulé, ton C'est ça, mécanisme, tu peux le jeter et tu tu ne peux trouves le pas de jeter. remplaçant.
C'est compliqué. Certains modèles, on peut encore trouver des modèles comment dire, des mouvements de remplacement. Alors, ça ne va pas forcément être le mouvement Non, d'origine, mais là tu es plus sur de évidemment. l'origine, mais Mais ça va être un équivalent. Ça va être un équivalent. Le plus important, c'est que la montre fonctionne. Après, si vous voulez vraiment garder l'aspect complètement d'origine de la montre, sur du quartz, si ça ne fonctionne pas, honnêtement, je vous le déconseille. Les montres mécaniques, bien souvent, ça se répare. Il y a des fois des petites magouilles qui sont faites pour que ouais, ça fonctionne. Mais voilà, les mouvements, si vous achetez une montre Omega, si vous achetez une montre Longines, ça va être à l'intérieur du ETA ou du ETA modifié. ouais, ça se Les retrouve. stocks sont absolument. Enfin, c'est très difficile d'épuiser des stocks ETA étant donné qu'ils en font. Voilà, C'est le plus tu gros producteur. Donc, n'en as plus accès, mais en soi, tu peux vite trouver. ça se trouve, ça se Et trouve. puis Ouais, après, ça dépend effectivement. aussi du prix d'achat. Voilà. Si vous avez voulu vous faire plaisir, une petite quartz en brocante, et puis que de toute façon, à la mise en route, il se passe rien, vous dites, bon, je vais ouvrir à la maison, je regarde ce qui se passe, ou Mm. une petite méca et vous voulez vous amuser. On a un pote qui fait ça, Eric, un petit message pour toi. Lui, des fois, il dit, voilà, j'ai acheté ça à 3 euros, puis hop, il dit, bon, en fait, remise en état. Ou le cas chez David, où Mhm. c'est très drôle, la Tout à fait. cliente dit, mais la montre ne marche pas. Donc, montre de sa grand-mère, et en fait, elle ne savait pas que c'était une automatique. D'accord, ça Donc m'arrive. ça arrive aussi des fois, vous pouvez Ça avoir des m'est fois quand arrivé, même des ouais. petites surprises, même en brocante, où le mec Ouais. me dit, bah, la montre elle marche plus, puis en fait le mec sait pas que c'est une Un coup de automatique, toi tu remontoir, remontes, un coup tu dis bon, ça et ça part à part. peu près, le mec dit ok c'est bon, je te la prends 5 euros, puis tu te Ouais. retrouves avec une montre sympa pour pas grand Pour chose. pas grand-chose. Ouais. On peut faire de très bonnes affaires, effectivement. Ouais. Après, c'est sûr que s'il y a besoin de réviser, il faut quand même avoir une idée en tête en termes de prix. Une révision d'un modèle automatique, ça va vous coûter entre 350 et 450 euros, dépendant du mouvement, hors chrono. Si vous voulez faire une révision d'un modèle automatique à chronographe, là, ça va Ouais, monter plus plus de tu as de 500, complications, de 600 toute euros. façon plus ça coûte, hein. Voilà, Et si puis si vous tu as voulez, une pièce à changer, ça va recoûter. ça va recoûter. Donc Donc, ça dépend vraiment de ce que vous voulez voilà. faire avec la montre. Si c'est pour la porter, pourquoi pas. Si c'est pour vous amuser tout seul, à la limite une montre à 5 Ouais. euros, Voilà, ça suffit largement. exactement, exactement. Puis après, bah là, on en a parlé indirectement, mais c'était sur la partie finalement achat. J'ai marqué papier, révision. Est-ce que, bon, c'est toujours pareil, ça dépend comment vous achetez, mais je pense que les papiers, des fois, c'est compliqué. Est-ce qu'il est possible de retrouver des papiers quand tu achètes une montre vintage, et de contacter la marque et dire, voilà, je suis propriétaire, j'ai ça. Est-ce qu'elle est bien sortie d'usine? Est-ce que toi, tu as déjà fait ça ou pas? Il y a des extraits d'archives qui existent sur certaines marques, pas sur toutes. Ok. Alors, ça va être bien souvent sur des montres assez luxueuses, des Ouais, marques enfin, ultra on va luxe. y revenir. Tu vas chez Omega, etc. Tu as des Voilà. extraits d'archives. Tu Ça, il vas y a sur une petite possibilité. marque, c'est compliqué, quoi. Ça va être compliqué si vous voulez avoir un extrait d'archives de chez Seiko, étant donné que c'est quand même la plus grosse manufacture de montres, et ça depuis quand même pas mal de temps. Ils produisent tellement de montres que j'ai jamais tenté le coup. Honnêtement, je pense que ça va être très compliqué d'avoir un extrait d'archives de chez Seiko. Et pour une Mais montre à quelques. tu l'as déjà tenté, du coup, toi? Non, 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 pas moi encore. Ah, personnellement, je ok. l'ai jamais tenté. J'ai jamais tenté ça. Chez Seiko, je ne l'ai jamais fait. Audemars Piguet, Omega, des Rolex, ce genre de choses. Mais effectivement, sur des petits modèles, ça va être, Ouais. ça va être plus compliqué ouais, d'avoir les papiers d'origine, entre guillemets, ou en tout cas un extrait d'archive. Et du coup, est-ce que tu as déjà fait des achats où tu t'es dit justement, bah tiens, alors ce qu'on se disait, ça marche pas, j'essaye de faire quelque chose. Est-ce que tu as déjà eu le cas ou pas quand même? Parce que j'aimerais voir ton retour d'expérience là-dessus, parce que je pense que derrière la caméra, il y en a qui vont se dire, mais est-ce qu'il a déjà pris le risque? Mhm. Ou est-ce que non, c'est un vendeur Mhm. normal et puis il se dit, j'achète 6 et 9 et terminé, quoi. Non, effectivement, tu fais bien de le mentionner. Ce Ça modèle-là, si? typiquement, ouais, Ok. typiquement la Bulova, entre guillemets, Royal Oak, hein, le design intemporel De l'un Genta? des Mhm. designs intemporels de Genta, fonctionnait pas quand je l'ai acheté. Je le savais avant achat. Je l'ai ramené donc chez notre Chez ami David? David, Ok. Labo de l'horloger. Il m'a fait une super révision dessus, polissage, etc. Et la montre tourne comme à son premier jour. Donc effectivement, ça fait partie d'un des beaux coups, entre Mais guillemets. tu avais acheté cher ou pas? Parce que c'est quand même une question. Toi, des fois, tu achètes, tu te dis, la montre, elle est un peu, justement, elle est peut-être pas en état. Est-ce que mine de Non, rien, ça restait une montre qu'on t'a vendue quand même cher? ça restait cher pour une montre On qui ne peut se donner fonctionnait des prix ou pas. pas? Pour une montre qui ne fonctionnait pas, celle-ci, je l'ai payée quasiment 1000 euros. Ok, ouais. Donc Voilà, tu te dis quand même, tu as potentiellement jeté 1000 balles. voilà, c'est ça. Alors après, il y a toujours Non, possibilité tu peux de, récupérer. Mais tu vois ce que je il y veux a dire? toujours possibilité de récupérer, mais alors avant de savoir si la montre était complètement fonctionnelle ou pas, j'ai, comme je vous l'avais conseillé tout à l'heure, Hmm. ramené chez David. Il m'a assuré qu'il y avait possibilité de la faire repartir. Il y avait besoin d'une simple révision, changement de verre, polissage complet. Donc en tout, ça reste quand même un modèle, c'est un investissement Donc tu as effectivement. acheté 1000, quand tu as fini, tu en as au moins pour 1007, 1008 avec le Ouais, verre. quasiment 1008, ouais, entre le polissage, le verre, la révision complète parce qu'il y avait quelques pièces qui étaient manquantes, mais relativement facile à retrouver. Donc ça fait partie des, entre guillemets, bons coups, et c'est des montres
qui pour le coup ont un aspect un petit peu, enfin, un intérêt sentimental Puis pour moi. elle a quand même une présence sympa, tu vois. C'est Le vrai que c'est cool. bracelet. Et ça coûte combien aujourd'hui en vintage? Une comme celle-ci, là? Ça va coûter Bah, elle est en tout vente ou pas dépend. sur ton site, Celle-ci, elle celle-ci? est en vente. Celle-ci, elle est en vente Ah, à 3 000 euros. donc, non, mais elle est sur le site. Non, mais Ouais, tu vois, ce qui est ouais. bien, c'est qu'on sait que tu en as eu quasiment pour 2000 balles. Mhm. Et tu te dis, bah, après, derrière, on est en France. Donc, Mhm. il y a l'aspect charge, il y a l'aspect marge. Donc, Effectivement. finalement, c'est pas hyper déconnant, quoi. Faut bien vivre un peu, quoi. Puis, Il faut tu bien vends pas vivre. une montre par jour. Voilà, Donc, faut c'est bien ça. vivre un peu. C'est Mais ça. elle est sur le site, celle-ci. Mais celle-ci, elle est sur site, elle est en vente. Bon, alors effectivement, c'est quand elle va partir, parce qu'elle finira par partir, ça va être Petit coup de cœur. un petit coup de cœur quand même qui Ouais. va partir Enfin, un petit avec. coup de cœur, un petit mal au cœur, plutôt, tu Mais vois. effectivement, bon, après, voilà, c'est des très beaux modèles, c'est des modèles emblématiques qui ne perdent pas de leur aspect. En tout cas, en point de vue design, David, il me l'a remis vraiment en état, elle est très très Ouais, propre. elle est vraiment belle, hein. Mais oui, ça fait partie des bons coups. On peut donc en trouver sur Internet, ça existe. Il faut quand même faire attention. Bah, écoute, on se parle de l'attention. Là, on va se parler de deux montres. Donc, on va finir là-dessus l'épisode sur deux produits. Donc, un que tu m'as ramené, enfin, une que tu m'as ramené, et puis la mienne. Comme ça, je vais Mm. te demander quelques infos dessus, parce que je t'avoue que je n'ai pas vraiment recherché. Là, tu nous as ramené une Universal Genève. Effectivement, Universal Genève Ellipse, équivalent à la Patek Philippe Ellipse. Alors, Patek Philippe Ouais. était évidemment le premier à sortir ce modèle. Universal Genève a fait un hommage ou une copie, si on peut l'appeler. Ça reste quand même. Mais il y a des liens, hein, il y a des liens. Il y a des Patek, liens. Patek a un micro-rotor qui est sur une base d'un mouvement UG. D'un Le mouvement, UG, je bien ne sais sûr. plus Ouais, lequel c'est, là, tout on à en a fait. parlé il n'y a pas longtemps avec des amis. Donc, voilà. Ça Copie, reste pas sombre. copie, ça ressemble. Ça reste sombre. Il y a effectivement même plein de gens qui pensent que Gérald Genta avait laissé quelques designs, ou en tout cas quelques croquis de Royal Oak chez Bulova, parce qu'il est passé par Bulova avant d'aller chez Audemars Piguet, Ouais. où son design de Royal Oak a été accepté. Donc, voilà, après, est-ce que c'est du mythe? Est-ce que ça fait partie du factuel? Ça fait partie du. Voilà, C'est ce qui donne un peu de beauté à l'histoire. Exactement. Mais ça, effectivement, oui, ça reste assez emblématique, hein, parce qu'à l'heure actuelle, l'Ellipse fait encore partie du catalogue de chez Patek Philippe. Ça bougera pas, je pense qu'ils vont la garder quand même. Ça reste l'une des Dressy Watch les plus intéressantes de leur Quand ça marche bien, tu vends pas ou t'arrêtes Voilà. pas. Non, ça risque pas de s'arrêter tout de suite. Ça vaut quoi aujourd'hui, Universal Genève comme ça? Ça vaut entre 1500 et 2000 euros. Ouais, quand même. Ah oui, ça cote relativement bien. Ouais, ouais. Bon, après, le bracelet est intégré, il est vachement beau. Le bracelet Ça, on peut le intégré, laisser c'est quand en même. Le c'est en bracelet bon intégré, il est état, beau. ouais. La montre est révisée, donc forcément. Mais ça Elle a reprend ce été qu'on se propre. disait, tu vois, c'est 3 aiguilles, enfin c'est 2 aiguilles, Ouais, pardon. 2 aiguilles, C'est ouais. ultra simple. Là, tu mets ça sur une grosse montre de 42 mm, tu te dis, bah, qu'est-ce que je fais de tout Tu vois ça, rien quoi. du tout. Enfin, c'est surtout que tu te dis, c'est vide. C'est sympa, par contre, c'est léger. Tu sens que le bracelet, ça doit être agréable, tu vois. Ce petit Milanais, là, C'est ça doit vrai que être. c'est beau. C'est du micro-rotor, c'est ultra fin. Sur le poignet, on la porte au bout de 10 minutes, on sait même plus qu'on l'a au poignet. Donc, Mais toi, je connaissais pas ce modèle-là chez UG, ça c'est une automatique, hein. oui, ça c'est de l'automatique. Ouais. Donc, Ça c'est du c'est micro-rotor. quand même pas très gros, c'est ultra fin. Là, t'es quoi? T'as 7 mm à tout casser. Peut-être ouais, 6-7 6-7 mm. mm, franchement. Là, t'es vraiment, comme tu dis, sur de la Dressy Watch, tu poses ça, Bien sûr. t'es bien. Donc, ça sur le Exactement. site, encore en place? Ça c'est encore en vente. Ouais. Ça, Bon. c'est encore en vente. 3000 balles, c'est ça? Non, ça on est à 2000 là-dessus. Ah, pardon. Bah, c'est pas grave, il y a eu un Ouais. up depuis parce qu'il y a Breaking qui est passé par là, tu vois. Exactement. Donc, ça, je te Exactement. remercie. Et moi, je Merci. t'ai ramené, du coup, celle-ci. On en a parlé plusieurs fois parce qu'en fait, moi, je vais rien vous cacher, j'ai acheté cette montre-là parce que j'aime beaucoup la Rolex des dates. Mais j'aime bien la Rolex, mais si tu veux, j'ai beaucoup de mal des fois avec tout ce qui tourne autour, l'image, etc. Alors que ça reste une très belle montre, hein, si je pouvais en avoir une avec plaisir. Mais en fait, j'aime bien ce petit pied de nez de me dire que tu en as une qui n'en est pas une. Tu vois, quand le mec te dit, t'as ça, tu sais, sur le petit pic. Bien Non, sûr. c'est pas ça. C'est une Tu sais, Bulova. c'est une Bulova. Celle-ci, je t'ai envoyé quelques photos. Ouais. Tu as le temps de regarder. Qu'est-ce que tu peux me dire dessus, du coup parce que moi, je t'avoue que j'ai regardé. Quand je l'ai acheté vite fait, je l'ai payé 600 euros. C'est un bon tarif. Honnêtement, c'est un bon tarif au niveau de l'achat. Pour te dire, ça a été l'un des premiers modèles qui m'a attiré moi dans le vintage. Ok. J'ai commencé avec Seiko, donc des années 2000, et le premier modèle ultra vintage que je me suis acheté, que je considérais comme de l'ultra vintage, c'était une Bulova Super Sevi. Donc tu vois, de revoir un modèle acier comme ça me fait plaisir parce que je vois que le modèle a encore beaucoup d'intérêt et ça se comprend parce que c'est vraiment très très joli. Donc Alors, je t'ai envoyé une photo de l'intérieur. oui, une T'as photo regardé? une photo du mouvement effectivement. Donc celle-ci elle est estampillée N9 sur le balancier. Donc ça c'est un modèle qui date de 1979. Ok. Mais à l'intérieur, c'est un ETA 2834 qui a Oui. été mis. 28-34-1, là, celui qui fait, 28-34-1 exactement. des Ouais. dates, là, ouais. C'est ça qui fait des dates. Donc ça, c'est un mouvement qui a été produit dans les années 90. Donc peut-être que le mouvement a été entre guillemets remplacé. Alors Si ça a peut-être par lâché. Bulova Ouais.
Et ils ont quand même gardé le balancier d'origine, De toute le façon, à rotor la base, d'origine. c'était des états, je crois, en plus, dans tous les Tout à cas. fait. Donc, Ah il n'y a oui, pas oui, eu, tu vois, non. t'as pas eu une perte de mouvement. Enfin, j'ai C- pas perdu de mouvement, je suis Non, resté sur un non, non, mouvement suisse, quoi. ça reste, Ok. ça reste du mouvement ETA, effectivement, que ce soit du day date ou du date classique. Donc ça reste un très très beau modèle des années 70. Et effectivement, 600 euros, c'est un bon tarif. Parce que ça fait partie des modèles qui cotent énormément. Et Ben, chaque année, on a une augmentation des tarifs de l'occasion. pour en trouver une en bon état, Mm. j'ai galéré. Ah oui, je te comprends. Voilà. Même moi, j'ai du mal à m'en sourcer. Parce que dès que je les mets en vente, en général, ça part entre 800 et 1000 euros. Et ça reste une semaine ou deux maximum en ligne. Ce modèle-là a énormément d'intérêt. Que ce soit le full acier, enfin le full steel ou alors bicolore, Ouais. ça part très 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 vite. Bah, c'est vrai que Énormément sur les d'intérêt. forums vintage, c'était une marque, alors on en a parlé tout à l'heure, quelle montre on pouvait vous conseiller. Moi, celle-ci, toi, je l'ai achetée sans rien savoir. Enfin, le bon coin, hein, pour pas dire le bon con aussi, parce que j'ai acheté, je me suis dit, allez, on y va. Mais ça m'avait l'air correct, une boîte, ce que tu disais, boîte vintage, de 3 éléments qui rajoutaient à tout ça. Donc je me suis dit, bon, à un moment donné, ça commence à être un petit peu compliqué de toujours vouloir tout full set, c'est pas possible, et neuf, ça marche pas. Donc on prend le parti pris de se dire, j'y vais pas. Mais je pense qu'une petite révision lui ferait pas de mal. Et la dernière fois, il y a eu un petit changement de joint. Elle est repassée à une étanchéité de, bon, on va rigoler, 3 atmosphères, hein. Oui. On va Allez, pas faire de la plongée la avec ça, mais poussière c'est pas le passe but. pas, quoi, tu Oui, vois. voilà. Mais en soi, quand je la porte, je trouve qu'elle a un petit effet de style avec ce petit bracelet sur mesure, Effectivement. ça passe Ouais, bien, ouais. quoi. Parce que le bracelet acier, c'est ce qu'on se disait. Est-ce qu'il est original ou pas? Ça, Ça, c'est je sais compliqué. pas. Ça, c'est compliqué à savoir, effectivement. Bon, bon achat, là. Très bon achat. Bon, tu vas me faire une Super, estimation. super belle pièce. Il va me demander de la racheter à la fin, tu vois. Pour 600 euros, je la reprends. Bah oui, bah bien sûr, marge zéro pour moi, bien sûr, mais c'est le bon négociateur, tu sais. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de parler un petit peu vintage avec toi. C'est moi qui te C'est un remercie. épisode qui aura duré 45 minutes, c'est assez sympa. Mm. N'hésitez pas, du coup, s'il y a des questions, bah, de nous les mettre en commentaire. Rappelez-vous, dites-moi quelle Universal Genève va sortir la première chez Breitling, ça pourrait être cool. Et puis, bah, toutes les coordonnées de Joachim, je mettrai même ton téléphone en dessous en Bien sûr, description. avec grand Voilà, plaisir. c'est avec grand plaisir que je vais vous présenter Temple of Time. C'est moi qui te remercie pour l'invitation. Ça a été un grand plaisir. Et puis, si jamais il y a des questions ou un autre épisode, bah, écoute, on pourra peut-être se faire ça. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Quand tu veux. Bon, à tout le monde, à bientôt et à la prochaine. Merci Salut! beaucoup.